Je n'avais absolument pas prévu de tomber là-dessus ce jour-là. Franchement, je ne comptais même pas m'attarder. J'étais revenue dans ma ville natale juste pour récupérer mon téléphone oublié chez mes parents. Rien de dramatique. Un aller-retour rapide. Un « bonjour », un « merci », et je repartais. Mais en descendant du bus, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. D'abord, les voitures garées en file indienne tout le long de la rue. Ensuite, la musique, forte, joyeuse, avec des basses qui faisaient vibrer les vitres. Et puis ce mélange de rires, de conversations, de couverts qui s'entrechoquent. Je me suis dit qu'ils avaient sûrement organisé un barbecue ou un anniversaire. Sauf qu'en ouvrant le portail du jardin, j'ai eu un choc. Le genre de choc qui vous fait douter de ce que vous voyez. J'ai cru, pendant une fraction de seconde, que j'étais dans le mauvais film. Il y avait littéralement des centaines de personnes dans notre jardin. Un buffet géant, des tables décorées, des lumières suspendues aux arbres, un DJ en pleine performance. Mais ce qui m'a figé sur place, c'est cette énorme banderole blanche accrochée entre deux piliers. Elle a dit oui. Mon cœur s'est arrêté net. Mon premier réflexe, chercher des visages familiers. Je pensais qu'ils avaient peut-être organisé une fête pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi chez mes parents? Et pourquoi personne ne m'en avait parlé? Puis j'ai vu ma mère, éclatante dans une robe qu'elle ne porte que pour les grandes occasions. Elle riait avec deux femmes que je ne connaissais pas. Elle ne m'a même pas remarqué. Je suis restée là, à l'entrée, à observer sans comprendre. Petit à petit, je me suis enfoncée dans la foule. Des gens que je connaissais à peine venaient me saluer, me faire la bise, comme si tout ça était parfaitement normal. J'ai continué à avancer, jusqu'à ce que je le voie. Jean, mon ex. Et là, mes jambes ont failli lâcher. Il tenait la main de Camille, ma sœur. Et elle portait une bague, une énorme bague. Ils souriaient tous les deux, rayonnaient, un vrai couple parfait. C'est là que tout a basculé dans ma tête. Je n'ai pas compris tout de suite. Ou plutôt, je refusais de comprendre. Mon cerveau refusait d'assembler les pièces. Mais tout était là, devant moi. Le sourire de Jean, les regards complices, la banderole, les invités, le champagne. Il venait de la demander en mariage. Et elle avait dit oui. Et moi, je me tenais là, au beau milieu de cette mascarade, en robe de tous les jours, les cheveux attachés à l'arrache, les mains vides, invisiblement humiliée. La question qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là n'était même pas « pourquoi ils ne m'ont pas dit ?» Non, c'était « est-ce qu'ils m'ont volontairement piégée ?» Je suis restée plantée là, sans bouger, le cœur battant à tout rompre. Tout le monde souriait, tout le monde applaudissait, tout le monde célébrait. Ce que moi, je venais à peine de digérer comme une trahison brutale. Et le pire, c'est que ce n'était que le début. Je vous jure que j'aurais préféré qu'on me gifle en public. Au moins ça aurait été rapide, clair, sans ambiguïté. Mais là, c'était une torture douce, méthodique, une scène parfaitement orchestrée. Et j'étais littéralement au centre, comme une figurante dans le spectacle de ma propre trahison. Quand mes yeux ont enfin saisi ce qui se passait, c'était comme si l'air autour de moi s'était épaissi. Tout ralentissait. Les applaudissements, les cris de joie, les verres qui s'entrechoquaient, tout ça me parvenait de loin, comme à travers une vitre épaisse. Jean, mon ex, Camille, ma sœur, et cette bague ridicule qui brillait comme une insulte à la logique. Ce qui m'a fauché, ce n'est même pas le fait qu'ils soient ensemble. Ce genre de trahison, on l'imagine parfois. On l'entrevoit dans des disputes, dans des silences. Mais là, ils n'étaient pas juste ensemble. Ils s'étaient fiancés. Et toute ma famille était au courant. Toute la ville même. Tout, le monde, sauf moi. Mais attention, le clou du spectacle ne s'arrêtait pas à la révélation. Jean a pris un micro, un foutu micro, et là, sous les yeux de tout le monde, il a raconté comment il avait fait sa demande à Camille. Dans un chalet, au bord d'un lac, avec des pétales de rose. Une foutue demande parfaite. Les gens pleuraient. Pleuraient. Je me suis demandé, un instant,
si j'étais la seule à me rendre compte à quel point c'était absurde, à quel point c'était violent. Je vous le dis franchement, j'ai souri. Oui, j'ai esquissé ce foutu sourire hypocrite. Parce que le cerveau humain fait parfois ça. Il vous fout en mode automatique. Vous êtes là, vous riez, vous dites « félicitations » alors que tout votre corps hurle. J'étais figée, bloquée dans un bug émotionnel. Et plus je regardais les détails, plus j'étais persuadée d'une chose. Cette fête. Elle avait coûté une blinde. Les tentes, le traiteur, le DJ, les cadeaux d'invités, même le gâteau avait plusieurs étages. On ne parle pas d'un petit apéro entre amis. Non, c'était une production. Mais comment? Jean n'avait jamais eu un sou. Et Camille, elle bossait à mi-temps dans une boutique. Alors forcément, une question a commencé à germer dans ma tête. Qui a payé pour tout ça? Et cette pensée m'a rongé tout le reste de la soirée. Je faisais semblant d'aller bien, de participer. Je riais aux blagues, je buvais de l'eau pour ne pas dérailler. Mais je scrutais les visages. Je cherchais une faille, une info, un détail. Et c'est là que mon père s'est approché de moi. Il avait l'air parfaitement à l'aise, comme si tout ça était une simple réunion de famille. Il m'a tendu un verre de vin. Et avec ce sourire tranquille, ce sourire que seuls les parents savent avoir même quand tout brûle, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Une phrase qui allait pulvériser tout ce qu'il me restait d'équilibre. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à entendre ce qu'il m'a balancé. Mon père l'a dit d'un ton si léger que j'ai cru à une blague. D'ailleurs, merci pour le coup de main, ma chérie. Sans toi, cette fête n'aurait jamais pu avoir lieu. Je me suis figée. J'ai souri. Par réflexe. Encore ce foutu réflexe. Et j'ai demandé, comme si je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Hein? Quel coup de main? Et là, sans la moindre honte, sans une once d'hésitation, il me répond, toujours en souriant. Le prêt. On a utilisé ton nom. 9 300 €. Tout est couvert. Je vous jure que le sol s'est littéralement ouvert sous mes pieds. Ma première réaction? Je pensais qu'il plaisantait. J'ai même rigolé un peu, en espérant qu'il allait éclater de rire aussi et dire « Mais non, je déconne. » Mais non. Lui, il sirotait son verre, tranquille, en regardant la fête comme s'il venait d'offrir une voiture à sa fille chérie. Sauf que je n'étais pas la fiancée. J'étais le financement. Je lui demande, complètement paumée, « Attends, tu veux dire que vous avez pris un crédit en mon nom ?» Et lui, calmement, il répond, « Bah oui, t'étais pas là. Et puis tu bosses bien maintenant, t'as des fiches de paie. C'était plus simple, pas plus légal, pas plus respectueux. Non, plus simple. » À ce moment-là, j'ai senti mes oreilles bourdonner. Tout le monde riait autour, les verres tintaient, Camille faisait des selfies avec des invités, et moi, j'étais là, à apprendre que ma propre famille avait volé mon identité pour financer la fête de fiançailles de mon ex et de ma sœur. Et ce n'était même pas un secret. Non, ils en parlaient comme si c'était une décision de groupe, comme si ça allait de soi. Ma mère m'a même lancé, un peu plus loin. Et puis, tu ne l'utilisais pas cet argent, non? Je vous laisse digérer cette phrase. Dans un coin du jardin, une vieille tante me félicitait encore pour ma générosité. Et pendant ce temps, moi, je calculais mentalement le montant des mensualités. Je me demandais combien de temps j'allais mettre à rembourser une dette que je n'avais jamais acceptée, pour une fête que je n'avais jamais souhaitée, en l'honneur d'un couple qui m'avait littéralement planté un couteau dans le dos. Et le pire, je n'avais encore rien dit. Je me taisais. Pourquoi? Parce que j'étais sous le choc, parce que je n'arrivais même pas à formuler une réaction. Et surtout, parce qu'au fond, une partie de moi voulait croire que ce cauchemar allait s'arrêter. Mais ce cauchemar, il venait juste de commencer. Parce que 20 minutes plus tard, les gyrophares ont illuminé la rue. Au début, je pensais que c'était encore une surprise. Oui, je sais, ça peut paraître idiot, mais j'étais tellement sonnée que mon cerveau a cherché une explication logique et douce. Les lumières bleues, les sirènes, peut-être que c'était un stripteaseur déguisé en flic, une animation de mauvais goût.
Ou une idée débile de Jean, parce qu'il aime toujours faire le show? Sauf que non. Les gyrophares venaient, de vraies voitures de police. 2, puis 3, garées en diagonale devant la maison. Des agents sont sortis en silence. Pas de musique, pas d'ambiance, juste la tension, palpable. Et d'un coup, tout s'est figé. La musique a été coupée. Les conversations se sont arrêtées net. Le DJ, qui jouait encore du Ed Sheeran 2 minutes avant, fixait les policiers avec la même tête que moi. Et là, la panique a doucement commencé à se propager, comme un virus invisible. Je me suis demandé, est-ce qu'ils sont venus pour moi? Ou pire, est-ce que quelqu'un a balancé quelque chose? Mais non. Ce n'était pas ça. Un agent s'est approché calmement du jardin. Il a demandé à parler à Camille Dupuis et à Jean Meunier. Je vous jure, on aurait entendu une mouche voler. Ma sœur Camille a levé la main. Jean l'a suivie en fronçant les sourcils. Ils sont allés à leur rencontre, main dans la main, comme s'ils allaient signer un registre de mariage. Et là, sans sommation, sans drame hollywoodien, les flics leur ont simplement dit qu'ils avaient été signalés pour usurpation d'identité et fraude bancaire. Et là, tout s'est écroulé. Camille a blêmi. Jean a essayé de rigoler. Genre, non mais attendez, c'est un malentendu. Mais les policiers, eux, ils n'étaient pas là pour rigoler. Ils ont sorti les menottes. Les menottes. Et le pire, je n'ai pas bougé. J'étais là, figée, entourée de gens qui me dévisageaient. Des invités, mes anciens camarades de lycée, des collègues à eux, des amis de la famille. Tous regardaient Camille et Jean être escortés hors de leur propre fête. Et moi, je les ai regardés partir sans dire un mot. Pas une larme, pas un cri. Parce que tout ce que je ressentais, c'était une forme de justice. Froide, inattendue, mais juste. Ma mère a tenté de suivre les policiers. Elle pleurait. Mon père, lui, est resté cloué sur place, comme s'il venait de comprendre que toute cette mascarade allait lui coûter bien plus qu'un prêt frauduleux. Et pendant que les invités commençaient à s'éclipser, mal à l'aise, fuyant cette scène surréaliste, je suis restée debout, un verre à la main. Je n'avais toujours rien dit, mais cette fois, ce n'était plus de la sidération. C'était du contrôle, parce que j'avais compris quelque chose de crucial. Ils pensaient que le pire était passé, mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que j'avais une carte en main, une carte qu'aucun d'eux n'avait vue venir. Et je comptais bien l'utiliser. Une fois la police repartie avec Camille et Jean dans leur voiture banalisée, il y a eu un silence. Lourd. Presque sacré. Le genre de silence qui colle à la peau, qui t'étouffe. Le jardin, quelques minutes plus tôt rempli de cris, de joie et de verres qui s'entrechoquent, ressemblait maintenant à une scène de crime après l'évacuation des corps. Et moi, je n'ai pas bougé. Mon père s'est approché, le visage pâle, les lèvres serrées. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus son sourire arrogant. Il m'a regardé comme si j'étais un puzzle qu'il n'avait jamais réussi à résoudre. « Tu savais pour la police ?» J'ai levé les yeux. Je l'ai regardé, longuement, et j'ai répondu simplement « Non, mais j'espérais. » Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la haine, pas de la vengeance, du pouvoir. Parce qu'en quelques minutes, les rôles avaient changé. Ceux qui m'avaient utilisé, trahi, humilié, venaient de perdre le contrôle. Et moi, celle qu'on pensait naïve, invisible, la petite sœur qu'on pouvait effacer, je devenais un problème, une tempête à venir. Mais ce n'était pas fini. Il restait une question à laquelle je n'avais pas encore répondu. Qui avait prévenu la police? Je n'avais rien dit. Aucun signalement, aucune plainte, encore. Et pourtant, quelqu'un l'avait fait à ma place. Quelqu'un qui, visiblement, savait tout. Et c'est là qu'un détail m'a frappé. Une collègue de travail m'avait récemment posé une question étrange. « Tu prépares un mariage en cachette ou quoi? J'ai vu passer un dossier. De crédit à ton nom. » À l'époque, j'avais haussé les épaules, pensant à une erreur. Mais maintenant,
Ça prenait tout son sens. Je me suis isolée dans ma voiture. J'ai appelé cette collègue. Et bingo. C'était elle. Elle travaille dans une société qui collabore avec la banque chez qui le prêt avait été contracté. Et en voyant mon nom sur un dossier aussi bizarre, surtout pour financer une fête, elle a cru à une arnaque. Elle a alerté un contact, et de fil en aiguille. La plainte a été déposée à ma place. J'avais littéralement un ange gardien sans le savoir. Et là, je vous promets, pour la première fois depuis le début de cette journée cauchemardesque, j'ai éclaté de rire. Un vrai rire. Fort, brut, libérateur. Mais je n'étais pas là pour me contenter d'une arrestation. Non, je voulais aller au bout. Je voulais comprendre comment tout le monde avait pu me piétiner à ce point, sans une once de remords. Je voulais creuser, décortiquer chaque décision, parce que si ma sœur et mon ex étaient prêts à voler mon identité, qu'est-ce que le reste de ma famille avait encore à cacher? Et croyez-moi, ce que j'ai découvert ensuite, c'était bien plus sale que ce que vous imaginez. Je pensais avoir tout vu, honnêtement. Ma sœur fiancée à mon ex, mon nom, utilisé pour un prêt de 9 300 €. Une arrestation en pleine fête de famille. On pourrait croire que c'était le sommet de la trahison. Mais non, ce n'était que l'introduction. Parce que ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai fait ce que je n'avais jamais osé faire jusqu'à présent. J'ai fouillé. Pas dans des tiroirs, non. Dans les comptes, les papiers, les contrats, je voulais comprendre depuis combien de temps on m'utilisait comme une carte bancaire à ciel ouvert. Et c'est là que j'ai trouvé un truc qui m'a glacé le sang. 3 prêts. Pas un. 3. Le premier, les fameux 9 300 € pour la fête. Le deuxième, un crédit conso de 2 500 € datant d'il y a 1 an. Le troisième, un prêt auto de 14 000 €, souscrit il y a 8 mois. Tous à mon nom. Tous validés avec mon identité, mes fiches de paie, mon adresse. Et moi, j'étais complètement dans le flou. Je bossais, je payais mon loyer. Et sans le savoir, je remboursais à mon insu les dettes de gens qui me trahissaient en souriant. J'ai senti la panique monter, les mains tremblantes, la respiration courte. Mais très vite, cette peur s'est transformée en rage froide. Parce que si mes parents avaient pu faire ça sans même me prévenir, c'est que ce n'était pas un accident. C'était une stratégie. Je suis retournée dans mes relevés bancaires. Et là, je vois des virements sortant bizarres, des prélèvements que je n'avais jamais autorisés. Le nom de ma sœur y apparaissait, celui de Jean aussi. Mais ce qui m'a scié, c'est quand j'ai vu que mon propre père avait une procuration sur l'un de mes anciens comptes. Un compte que j'avais ouvert à 18 ans, que j'avais oublié, et qu'il avait gardé actif. Il ne m'avait pas seulement utilisé, il s'était organisé pour le faire, en silence, en famille. J'ai senti une boule dans la gorge, pas à cause de l'argent, mais parce que je réalisais que, pour eux, j'étais une solution, un plan B, une ressource. Et plus je creusais, plus je découvrais des horreurs. Une facture de soins dentaires de ma mère, réglée avec ma mutuelle. Un abonnement Netflix familial, sur mon adresse mail. Un téléphone dernier cri, pris à crédit, en mon nom, encore. J'étais leur distributeur automatique, leur caution morale. Et le pire, ils s'en fichaient. Mais cette fois, j'avais des preuves. Des captures d'écran, des relevés, des signatures falsifiées. J'ai tout réuni, méthodiquement. Et croyez-moi, je n'allais plus rester dans le silence. Parce qu'à ce stade, ce n'était plus une trahison. C'était une opération criminelle, orchestrée, familiale. Et j'allais faire éclater la vérité. Mais pas en criant, en exposant, froidement, légalement, publiquement. Et vous allez voir, quand la vérité a éclaté, ce n'est pas moi qu'on a regardé de travers. J'ai dormi 3 heures cette nuit-là. 3. Et encore, c'est généreux. Mon esprit tournait en boucle. Les captures d'écran, les signatures, les virements, les relevés. Je ne pouvais pas croire que ma propre famille m'avait dépouillée, avec autant de méthode et de sang-froid.
Mais maintenant, j'avais des preuves. J'avais la colère. Et surtout, j'avais rien à perdre. Le matin suivant, j'ai pris rendez-vous chez un avocat spécialisé en usurpation d'identité et délits familiaux. C'est lui qui m'a appris que ce genre d'affaires, quand elles impliquent des proches, sont souvent étouffées. Mais cette fois, avec la masse de documents que j'avais en main, c'était béton. Ils ont laissé une trace sur absolument tout, m'a-t-il dit en feuilletant mes fichiers. Et là, il m'a regardé avec un petit sourire. C'est eux qui ont signé leur propre condamnation. Vous avez juste allumé la lumière. J'ai pris une profonde inspiration. C'est ce jour-là que j'ai aussi pris une décision radicale. Je n'allais plus leur parler directement. Plus d'explications, plus de confrontations, plus de chances de se justifier. Tout passerait par les voies légales, officielles, incontestables. Mais avant que les premières lettres d'assignation ne partent, j'ai reçu un message de ma sœur. « Tu peux venir chez papa et maman ce soir? On doit parler. » À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ils savaient que je savais, mais j'ai accepté. Pas pour m'expliquer, pas pour me défendre, pour les écouter mentir en face une dernière fois. Je suis arrivée chez mes parents à 19h. Ils étaient tous là. Mon père, ma mère, ma sœur, même mon oncle. Le même oncle qui, quelques mois plus tôt, me disait que j'étais trop sérieuse et que je devrais apprendre à faire confiance à la famille. Ils avaient dressé une sorte de mini-intervention, comme une mauvaise pièce de théâtre. Et ça a commencé. Ils ont parlé de malentendus, d'urgence financière. Ma mère a versé une larme. Ma sœur m'a tendu la main. On voulait te rembourser, mais les choses sont allées trop vite. Et moi, je n'ai pas dit un mot. Je les ai regardés les uns après les autres. Et j'ai sorti une clé USB. Je l'ai posée sur la table. Et j'ai murmuré « Vous avez 3 jours. Après ça, tout part au tribunal. » Le silence qui a suivi a été si dense qu'on aurait entendu une mouche voler. Personne ne s'attendait à ce que je tienne tête. Personne ne pensait que j'aurais des preuves. Ils m'avaient sous-estimé pendant toute ma vie. Et là, c'est eux qui paniquaient. Ce soir-là, en sortant de chez eux, je n'étais plus leur fille. J'étais leur menace, et ce n'était que le début. Les 3 jours sont passés. Et bien sûr, rien. Pas un message, pas un virement, pas une excuse sérieuse. Rien de concret, seulement du silence, comme s'ils attendaient que je me calme, que je change d'avis, que je renonce. Mais ils ne me connaissaient plus, parce que cette version de moi, celle qu'ils avaient l'habitude de manipuler, elle était morte. Alors, j'ai enclenché la machine. Plainte pour usurpation d'identité, fraude bancaire, falsification de signature, utilisation abusive de données personnelles et complicité pour chacun de ceux qui avaient de fermer les yeux. Mon avocat n'a pas traîné. Tout était prêt, chaque pièce du puzzle. Et pendant que la procédure commençait officiellement, j'ai reçu une autre surprise. Cette fois par courrier, une mise en demeure. De qui? Jean, mon ex. Il me reprochait de salir son image et de nuire à sa carrière professionnelle avec des accusations publiques alors que je n'avais jamais rien publié. Je vous jure, j'ai ri. Il n'avait aucune idée que tout était documenté, que chaque mail, chaque capture, chaque enregistrement de conversation, je les avais. Et visiblement, ce n'était pas moi qui craquais. C'était eux, parce que quelques jours après, j'ai été convoquée pour une médiation familiale. Une tentative de régler ça sans aller au bout. Le genre de réunion qu'on vous impose quand la justice essaye encore d'éviter les grands déballages. J'y suis allée, pas pour pardonner, mais pour les voir s'effondrer sous leur propre honte. Ma sœur était là, les yeux gonflés, Jean aussi, l'air moins arrogant. Mon père, lui, s'est muré dans le silence. Et ma mère, elle répétait que tout ça n'était qu'un énorme malentendu, que c'était une erreur collective. Mais la médiatrice, elle, lisait chaque document. Elle comprenait très bien ce qui s'était passé. Et plus elle lisait, plus son ton devenait glacial. Elle les a regardés et a dit
Vous avez exploité votre propre fille comme une banque. Vous ne réalisez pas encore la gravité de vos actes. » Silence. Et moi, j'ai posé la dernière pièce sur la table. Un enregistrement audio de mon père, où il admettait avoir signé à ma place parce que ça allait plus vite. Pas piégé, pas forcé, juste tranquille, sans aucun remords. À ce moment-là, j'ai vu leur visage changer. Ils réalisaient que ce n'était pas juste une plainte, c'était une condamnation en construction. Et le pire pour eux, ce n'était pas la justice, c'était moi. Parce qu'ils venaient de comprendre que je n'allais pas reculer, et que tout ce qu'ils avaient essayé d'étouffer allait éclater. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les semaines suivantes. Mais ça, je vais vous le raconter juste après. Je pensais avoir vu le pire, mais je m'étais trompée. Quelques jours après la médiation, je reçois une lettre recommandée de la banque. Non seulement le prêt de 9 300 € avait bien été contracté à mon nom, mais 2 autres prêts avaient été ouverts aussi. Des plus petits montants, certes, mais enchaînés à mon identité comme des boulets. Et là, j'ai compris que la fête de fiançailles n'était que la partie visible de l'iceberg. Il ne s'était pas contenté de voler une fois. Non, il m'avait utilisé comme une vache à lait. J'ai appelé immédiatement mon avocat. Son ton était calme. Mais cette fois, j'ai senti une tension. Ce n'est plus une affaire familiale. C'est une escroquerie organisée. On parle de prison maintenant. Et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer. Un matin, 2 gendarmes se présentent à mon appartement. Ils me demandent calmement si je peux les suivre au poste pour une déposition officielle. Je ne suis pas menottée, rien de brutal. Mais en sortant, je vois Jean, au loin, dans une voiture banalisée, avec les vitres fumées. Ils m'observent. Et tout d'un coup, tout me paraît clair. Ils sont en train de paniquer. Ils cherchent un moyen de me faire passer pour la coupable, d'inverser les rôles. Arrivé au commissariat, l'officier me montre un dossier. On m'accuse d'avoir monté une escroquerie à l'assurance, d'avoir contracté les prêts, puis d'avoir orchestré une plainte fictive contre ma propre famille. Oui, vous avez bien lu. Ils tentèrent de me faire passer pour une manipulatrice machiavélique. Mais vous vous souvenez de la clé USB ? Des captures, des signatures, des appels ? Je l'ai posée sur la table et j'ai dit « Je vous conseille de commencer par ça. Ensuite, on reparlera de qui manipule qui. » L'interrogatoire a duré plus de 3 heures. Et quand je suis sortie, ce n'est pas moi qu'ils ont convoqué à nouveau. C'était mon père. Puis Jean. Puis ma sœur. Ils ont compris que leur plan de contre-attaque venait de se retourner contre eux. Et le soir même, j'ai reçu un appel que je n'oublierai jamais. Une policière m'annonce calmement que des mises en examen sont en cours et que, selon les éléments, une garde à vue pourrait être ordonnée sous 48 heures. Je suis restée figée, pas parce que j'étais choquée, mais parce que justice allait enfin commencer à faire son travail. Et à ce moment précis, j'ai su. Je n'étais plus la victime de cette histoire. J'étais en train de devenir la fin de leur mensonge. Mais ce n'est pas encore terminé. Car ce qu'ils allaient vivre ensuite allait tout changer. Même pour moi. Il était 6h43 du matin quand mon téléphone a vibré. Notification. Alerte info. Arrestation en cours dans une affaire de fraude familiale. J'ai cligné des yeux, encore à moitié endormi. Puis, mon cœur a accéléré. J'ai allumé la télé, et là, en bandeau rouge, un homme et 2 complices mis en garde à vue pour escroquerie et usurpation d'identité. C'étaient eux. Quelques minutes plus tard, un message privé anonyme m'a été envoyé sur Instagram. Un simple. Bravo, tu les as enfin mis face à leurs actes. Aucune photo de profil, aucun nom. Mais j'ai su. Quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un qui avait vu tout ça de près, mais qui n'avait jamais osé parler. Jean, ma sœur et mon père ont été placés en garde à vue pendant 48 heures. Interrogatoire à répétition. Expertise des documents. Analyse des mouvements, bancaires. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que ce n'était pas la première fois. Ils avaient utilisé d'autres identités, dans la famille éloignée. Des comptes ouverts au nom de tantes âgées, des microcrédits, des dettes maquillées. Un système, un vrai.
Et moi, sans le vouloir, j'avais mis un coup de pied dans cette fourmilière. Mais là où ça devient presque ironique, c'est que c'est ma sœur qui a craqué en premier. Elle a demandé à parler à la police, sans avocat. Elle a avoué avoir suivi sans vraiment comprendre, qu'elle pensait que tout allait être remboursé. Mais surtout, elle a balancé Jean. Elle l'a décrit comme le cerveau, celui qui manipulait, qui poussait les autres à agir, qui falsifiait. Et devinez quoi? Jean a craqué à son tour, mais pas pour s'excuser. Pour tout me mettre sur le dos, il a raconté que c'était moi qui avais tout orchestré, que j'étais amère, que je voulais me venger, que j'avais monté un plan pour tout les faire tomber. La police l'a laissé parler. Puis, ils lui ont montré la vidéo de surveillance où il utilisait ma carte bancaire, le jour de la fête, sans masque, sans pression, juste lui, en train de signer. Fin de partie. Mon père, lui, il s'est enfermé dans le silence. Aucune défense, aucun mot. Mais son avocat a fini par lâcher. Mon client reconnaît les faits. Il était sous pression familiale. Pression familiale. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas une excuse. Quelques semaines plus tard, le procès a été ouvert. Je suis entrée dans cette salle de tribunal comme une survivante, pas pour me venger, mais pour reprendre ce qu'il m'avait volé, ma dignité. Le juge a été clair. Prison avec sursis pour Jean et mon père, travaux d'intérêt général. Pour ma sœur. Et remboursement intégral, avec dommages et intérêts. Quand je suis sortie, le soleil tapait fort. Mais moi, je me sentais légère. Pas parce qu'ils avaient été punis, mais parce que j'avais tenu bon. Et aujourd'hui, je reconstruis. Lentement, mais librement. Et si tu vis une trahison familiale, rappelle-toi de ça. Tu ne dois rien à ceux qui t'utilisent, même si ce sont les tiens.